sous Linux. Donc ça veut dire que moi, de mon point de vue Ops, je vais pouvoir faire Docker Run Apache, et puis ça va savoir, bah, ok, Apache c'est une image Linux, donc je vais la lancer sur les serveurs qui sont par là, sous Linux. Sinon, si je fais Docker Run SharePoint, bah, ça va voir que SharePoint est image Windows, puis ça va le lancer sur les serveurs Windows qui sont par là. Désolé pour cette moitié-là de la salle. Donc, en tout cas, moi, de mon point de vue opérateur, à la limite, j'ai même pas besoin de savoir que SharePoint c'est sous Windows et que l'autre c'est sous Linux. Je lance mon container et c'est mon backend après qui s'occupe de tout. Et j'utilise la même CLI, les mêmes dashboards, etc., etc., etc. Est-ce que les outils d'orchestration seront transverses? Ça fait partie du but de l'opération, en effet. C'est-à-dire que lorsque je vais avoir, que ce soit Swarm, Mesos ou Kubernetes, qui vont prendre des décisions de scheduling pour dire, alors voilà, j'ai tel container à lancer, qui ont besoin de telles ressources en termes de mémoire, CPU, etc. Ça va être de pouvoir utiliser exactement le même mécanisme pour aller faire du scheduling de ces containers sur Windows ou sur Linux. En fait, on a déjà aujourd'hui tout ce qu'il faut, je dirais, parce qu'on a une notion de tag sur les moteurs Docker, donc ça permet d'avoir un parc, par exemple, de machines, certaines avec des SSD, certaines des disques classiques, et de faire le scheduling en disant, voilà un workload que je veux lancer sur des machines qui ont des SSD, ou à l'inverse, des disques classiques. Et donc on va pouvoir faire exactement la même chose, mais cette fois-ci on va avoir un tag pour dire si c'est une machine Linux, une machine Windows, et quand on va faire la demande de scheduling, on va juste avoir à regarder, alors cette image, c'est quoi? C'est du Windows, donc quand je vais faire ma requête de scheduling, je vais demander des ressources pouvant faire tourner des containers Windows. Donc à la limite, cette partie-là, je croise les doigts en touchant du bois, mais normalement, ça va être la plus facile. Une dernière question pour la route avant que je laisse la salle. Non, une fois, deux fois, trois fois. Merci beaucoup. Alors, rebonsoir à tous. Donc, je vais vous faire une petite présentation d'une demi-heure sur un tool in action, donc un Jenkins amélioré avec du Docker, du Mesos et du Marathon. Donc, je vais avoir très peu de slides, en tout 3 slides, je crois. Donc, je me présente. Je me suis déjà présenté tout à l'heure. Donc, Jean-Le Rigaud, je suis consultant chez Xebia. J'ai fait pas mal de Java, pas mal d'agilité, pas mal de craftsmanship, et depuis un peu plus d'un an, je fais pas mal de DevOps et de continuous delivery. Donc je vous présente pas Jenkins, je vous présente pas Docker, je pense que tout le monde connaît ici. Juste quelques mots sur Mesos. Donc Mesos, ça va permettre de gérer vraiment votre data center. Donc voir votre data center comme un pool de ressources utilisables en pouvant faire abstraction à la fois du CPU, de la mémoire, mais également de toute la partie storage. Marathon, qui est un produit de Mesosphère, va vous permettre de déployer et de manager des conteneurs, mais pas uniquement, également aussi des applications, sur Apache Mesos. Donc en fait, c'est un framework qui va se déployer sur Mesos pour pouvoir utiliser Mesos. Et donc on y va. Vous avez pas beaucoup de slides. Alors je vais partir d'une image... Alors, on voit rien du tout. On va grossir un peu. Est-ce que tout le monde voit correctement? Je pense que c'est pas mal.
petit peu encore. Donc je pars d'une image, d'une image Jenkins, où je vais tout simplement installer quelques plugins. J'ai cette première ligne où j'ai un script d'initialisation en Groovy qui me permet juste d'indiquer que je ne veux pas que mon master fasse de build. Je veux déléguer complètement. Encore plus grand. Encore plus grand. Comme ça. C'est gros. Donc là, c'est juste une ligne pour indiquer que le master ne fera pas de build et qui délègue entièrement son build sur les slaves. Donc j'ai une autre ligne de run où je vais faire l'installation des libs Mesos. J'ai besoin des libs Mesos pour pouvoir utiliser le framework Jenkins sur Mesos. Ensuite, j'ai toute une partie qui est liée à la gestion de plugins, qui se base notamment sur un script Hawk qui me permet d'aller récupérer les différents plugins et les déposer dans mon Jenkins. Et je me base sur un simple fichier CSV avec le nom du plugin à installer et la version cible. Donc on peut utiliser la test ou un numéro de version précis. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai installé, donc je vais avoir juste un Jenkins master avec le plugin Mesos, la dernière version, ainsi que le plugin Git. Et ensuite, on a donc un script de démarrage qui va principalement faire donc la copie des scripts d'initialisation, la copie des plugins dans le répertoire de travail Jenkins et démarrer le Jenkins. Donc là, on a notre conteneur, notre image Jenkins. Donc cette image va être déployée à travers Marathon. Donc Marathon, c'est un framework. Donc je vais vous montrer l'interface. Toute petite aussi pour le coup. Voilà, donc Marathon, c'est un produit de Mesosphère. C'est un framework qui est basé sur Mesos. Donc ça va permettre de gérer l'ensemble des ressources de Mesos. Et on va pouvoir déployer très simplement à l'aide d'une API ou même de l'interface. Généralement, l'API est plutôt bien faite. Donc on utilise plutôt l'API. Et on peut facilement déployer. On peut facilement détruire les applications. On peut également facilement les faire scaler sur plusieurs nœuds. Donc pour faire le déploiement, moi je vais utiliser un simple fichier JSON où je vais décrire, donc en gros c'est mon fichier de description de déploiement pour Marathon. Donc je lui indique que je veux déployer un conteneur de type Docker, que je veux déployer une image Jenkins. Je lui indique également un volume. Et alors je le mets en network host. Donc là, ça reprend les options Docker. Donc ça va nous permettre d'avoir un réseau unifié avec le host et le conteneur Jenkins. Et je peux lui indiquer également ses propriétés en termes de CPU et de mémoire et le nombre d'instances que je souhaite déployer. Ça peut être très intéressant. Donc là, je veux juste déployer une seule instance de mon Jenkins master. Alors, tout qui s'est réduit. Est-ce qu'on voit non, on voit pas grand-chose là. Donc là, je lui indique. Donc là, je vais. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai un cluster Mesos qui est déployé aujourd'hui dans EC2. Pour le coup, c'est trop gros maintenant.
Donc Mesos, Mesos, on va avoir une notion de master et de slave. Les slaves vont être dédiés aux ressources. C'est sur les slaves qu'on va déployer les différentes applications. Les masters sont là pour gérer donc on va avoir un quorum de masters qui vont permettre de gérer l'ensemble des slaves. Donc pour le coup, je suis parti sur un cluster avec un seul master et 2 slaves. Donc je reviens sur mon... Donc là, je vais appeler directement l'API de Marathon pour déployer... donc je passe le fichier jenkins.json que je vous ai montré tout à l'heure. Donc si je retourne dans l'IHM, on va voir que j'ai mon application de Jenkins qui est en train d'être déployée, qui est déjà running, donc ça va très très vite. Donc si on regarde un peu le détail, on va voir que elle a été déployée sur ce nœud. Donc avec l'IP 235. Donc si je retourne dans mon... Donc si je retourne ici... Donc ça doit être un de ces deux nœuds. Donc là 235 c'est celle-ci. Ça va correspondre à ça. Donc là je devrais avoir un Jenkins qui est en train de démarrer. Voilà. Donc là j'ai un Jenkins master tout propre. Avec, si on va voir les plugins, je sais pas si on va très bien. Donc dans les plugins installés, on va retrouver donc le plugin Mesos, ainsi que... alors, je sais pas où il est le plugin Git, mais... tout en haut, et voilà, le plugin Git. Merci. C'est pas ça. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est... donc, je vous ai montré Marathon. Donc, j'ai déployé avec Marathon. Et ça, c'est l'interface de Mesos. Donc là, sur Mesos, je vais pouvoir voir les différents slaves qui font partie de mon cluster, Mesos. Et je vais également pouvoir voir les différents frameworks qui sont déployés dessus. Donc là, on va voir le framework Marathon qui est actuellement déployé. Maintenant, je vais aller configurer mon Jenkins pour pouvoir utiliser le framework Mesos pour Jenkins. Donc je vais aller dans la configuration de Jenkins. Et je vais avoir dans la partie Cloud, le bouton Add New Cloud. Et là, j'ai le Mesos Cloud. Alors tout à l'heure, je vous montrais dans le Dockerfile que j'installais les librairies natives de Mesos. C'est parce que le plugin Jenkins en a actuellement besoin pour fonctionner. Alors, mais je ne sais plus exactement. Je vais prendre mon anti-sèche. Donc c'est sur userlib. Je vais lui indiquer également le hostname de mon cluster, du master Mesos. Pour le coup, si je reviens ici, donc là on a le master qui est ici, qui est sur... donc là je vais prendre l'IP privé, que je vais configurer ici. Donc sur port 5050. Et pour l'instant, ce sera tout. Donc là, si je retourne sur Mesos, tout à l'heure je vous ai montré, on avait un seul framework qui était le framework Marathon. Là, je viens d'avoir le... Je viens de rafraîchir. Donc là, j'ai un nouveau framework qui est apparu, qui est le framework Jenkins Scheduler, qui a été enregistré par le plugin Mesos de Jenkins.
Donc c'est lui qui va être capable d'utiliser les ressources du cluster Mesos et provisionner les différents slaves pour réaliser les builds de mon Jenkins sur les ressources de mon cluster Mesos. Donc, maintenant qu'on a créé le framework, on va devoir créer des templates de slave. Donc on retourne dans la configuration du Jenkins. Dans la partie avancée du Mesos Cloud. Alors, une version un petit peu buggée de Jenkins, au niveau de l'interface. Et là, je vais créer un template de slave pour builder du Java. Donc, je vais juste le nommer en Java. Je vais laisser les propriétés par défaut. Je vais juste lui mettre un idle time à 30 minutes plutôt que 3 minutes. Et dans la partie avancée, je vais lui dire d'utiliser un conteneur, une image Docker. Et je vais lui indiquer cette image Docker. Donc, je vais utiliser l'image de librairie par défaut officielle, donc Java. Et je sauvegarde. Donc maintenant que j'ai une définition de slave, donc pour l'instant c'est juste un template, le slave n'existe pas encore physiquement. Donc je vais créer un nouveau projet. Donc pour le coup un projet Java que je vais mettre en freestyle, de type freestyle. Je vais juste lui indiquer de restreindre le build avec le slave Java que je viens de créer, donc le template. Et je vais lui ajouter une step execute shell, où je vais lui dire juste de faire un Java-version. Et je lance mon build. Donc là, je vous laisse regarder la partie build history. Donc là, il y a alors, je vais venir sur la page principale de Jenkins. Donc là, j'ai lancé mon build. On le voit dans la partie build queue. Et on voit qu'il y a un build exécuteur qui a été créé dynamiquement et qui vient de se connecter. Et donc si on va dessus, on va voir qu'il s'appelle Java. Donc ça tombe bien, c'est le label que j'ai indiqué. Si je retourne dans la partie Mesos et que je vais voir un petit peu les tâches de mon framework Jenkins. Si vous voulez bouffer, on va falloir faire une pause. Merci. Donc là, on voit qu'il y a une tâche qui est running, qui correspond à mon slave Java. Si je vais maintenant sur mon... alors, on était sur le... je ne sais pas sur lequel il l'a créé, je retourne là. Donc là, on voit qu'il me l'a créé sur le host 236. Alors, c'est une tâche au sens Mesos. Donc c'est une tâche du framework. Et après, derrière, ça peut être un conteneur, mais ça peut être aussi autre chose. Mais là, dans notre cas, comme j'ai indiqué au niveau du Jenkins Scheduler d'utiliser des conteneurs, il va lancer des conteneurs. On n'est pas obligé de lui indiquer l'utilisation de conteneurs, et dans ce cas-là, il utiliserait directement les ressources du host. Moi, ma volonté, c'est aussi de pouvoir bien cloisonner mes machines de build et que mes différents jobs puissent builder dans un conteneur bien isolé. Je prendrai les questions après parce que sinon, j'arriverai jamais à finir. Donc si je vais sur le... Alors je ne me rappelle plus sur quel... alors j'étais sur 236. Alors j'imagine que personne ne voit rien non plus. Ah, je ne suis pas connecté, d'accord.
Donc là, on voit que mon slave, donc là, je fais un Docker PS et on voit l'image Java 7, donc un conteneur Java 7 qui a été lancé. Euh, Si je retourne sur l'autre slave, on va voir le Jenkins master que j'ai lancé tout à l'heure. Donc je peux éventuellement afficher les logs. Donc là, on voit les logs du Jenkins master que j'ai déployé tout à l'heure. Donc avec le provisioning du slave Mesos. Donc là, on a fait un simple slave Java et finalement, on n'a pas buildé grand-chose. Donc, je propose de faire un autre slave avec Git et Maven d'installer dessus pour pouvoir builder un projet Java. Donc, je vais retourner sur mon Jenkins. Je vais retourner dans la configuration. Donc, Manage Jenkins. Alors, je vous ai pas montré, mais entre-temps, le build, effectivement, il est quand même passé... il est quand même en success et il a bien affiché la version de Java correspondant à mon slave. Donc je retourne dans le Manage Jenkins, configure système, la partie advance. Donc là, je vais ajouter un deuxième slave info que je vais appeler Maven. Et dans la partie que je vais mettre à 30 minutes aussi, et dans la partie advance, donc je lui dis d'utiliser une image de conteneur. Ça marche pas en voyage. Elle est bien. C'est un chèque. Oh, déçu. Merci. Donc là, j'ai juste utilisé une image que j'ai déjà buildée qui s'appelle Maven Git. Donc qui est très simple, elle se base sur l'image Maven de base et j'ai juste installé Git en plus. Alors personne ne voit rien. Je sauvegarde. Donc je vais créer un nouveau projet. Donc cette fois-ci, ça sera un projet que je vais appeler Maven. Je vais utiliser le type Maven Project. Donc j'oublie pas de restreindre mon job sur le slave Maven, ce qui va permettre de se lancer exclusivement sur mon slave Maven. Alors il y a une chose que j'ai oublié de faire évidemment. Je vais l'enregistrer. Il faut que je configure un Maven dans mon Jenkins Master si je veux pouvoir lancer mon job. Donc je vais lui ajouter un Maven que je vais lui demander d'installer automatiquement, sachant que de toute façon le build Maven se fera non pas sur le master mais sur le slave. Donc je retourne sur mon projet Maven, configuration. Donc là j'étais bien. Donc je vais juste configurer donc la partie Git. Alors je vais récupérer l'URL de mon repo, de mon projet. Je vais indiquer où se situe mon POM et je vais lancer un clean package. Je sauvegarde.
et je lance le projet. Donc là, on voit le projet Java que j'ai lancé tout à l'heure, le nouveau projet Maven. On voit dans la build queue que le projet Maven vient d'être lancé. Donc là, j'ai un deuxième slave qui a été créé. Ici, je vais voir ce qui se passe dedans. Donc là, on voit la création du slave. Si je vais dans Mesos, je devrais voir... Voilà, je les vois déjà. Donc là, je vois mes deux tâches running. Donc ça va être le deuxième. Donc il est sur l'autre slave, pour le coup. Donc il est sur le même slave que le Jenkins. Donc si je fais un docker ps, je devrais voir. Donc là, je vois à la fois mon Jenkins et mon deuxième slave qui est le Maven Git. Alors, je ne sais pas ce qu'il nous fait. Bon, il ne veut pas builder. On va lui laisser quelques secondes. Ah, il récupère le Maven, mais ça a l'air très gros pour lui. Donc là, c'est parti. Ça a mis un petit peu plus de temps que d'habitude. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Donc là, il est en train de cloner le repo. Donc il a trouvé mon projet. Et il est en train de lancer le build. Donc là, forcément, le slave vient d'être créé. Donc il récupère quelques dépendances. L'avantage, c'est que les slaves peuvent être réutilisés. Donc, en fait, tant que le slave est vivant, il sera réutilisé par un job. Donc sur un job d'intégration continue, qui build souvent, en fait, il va toujours utiliser le même slave et on peut jouer sur l'idle time pour pouvoir le conserver aussi longtemps que l'on souhaite, voire à l'infini. Et donc là, on a un build success. J'ai plus beaucoup de temps. Donc je propose d'arrêter là. Si je veux bien prendre 2-3 questions. Oui. Alors l'intérêt. Donc l'intérêt en fait c'est de pouvoir cloisonner les Docker. Souvent on va avoir Docker très utile comme des machines de build. Souvent sur le poste de développement on va utiliser un conteneur Docker qu'on va monter pour builder son projet. Donc là l'idée c'est de pouvoir utiliser la même chose dans le cadre de Jenkins et de pouvoir avoir autant de slaves et autant de runtime de build que de projets. Si j'ai un projet en Java, j'ai envie d'avoir une image avec juste un JDK, à la limite Maven, Git d'installer dessus. Si j'ai un projet en Erlang, je veux avoir uniquement le runtime Erlang et je veux pas avoir un Jenkins master avec tous les runtime mélangés où finalement je me retrouve à avoir à gérer des conflits liés à des builds de projets qui sont différents. Donc c'est à la fois ça. L'autre intérêt d'avoir Marathon, ça va permettre notamment, si par exemple j'ai un build avec des tests d'intégration continue, ou par exemple je veux m'appuyer sur des tests d'intégration je sais pas, sur une base Cassandra, je vais pouvoir facilement déployer ma base Cassandra avec Marathon, donc dans un conteneur, la lier à mon slave, et je vais pouvoir lancer mes tests d'intégration simplement.
Alors, c'était pour faire la démo. Là, là, en fait, comme j'ai un volume qui est monté, ce que je vous montrais tout à l'heure, là, en fait, j'ai un volume qui est créé sur mon host. Donc, si je redéploie sur le même, sur le même slave, en fait, je vais retrouver toute ma configuration avec mes templates ainsi que mes produits. Une autre question? Oui. Moi j'ai une question par rapport à Marathon. Comment il gère les caches Docker en fait quand tu es sur un cluster donc multi-nœuds? Comment il gère les caches Docker? Il y a une espèce d'affinité avec les caches selon les images que tu veux monter? Alors en fait, t'as un moteur, t'as un Docker Engine qui est installé sur chaque slave, et tu as un cache qui va être sur chacun de tes slaves. Après, généralement, alors je l'ai pas fait dans la démo, mais ce qu'on peut faire, c'est avoir un registry que tu hostes chez toi, où tu vas avoir toutes tes images, donc proche de ton cluster. Donc ce qui va permettre aussi de... D'accord, mais il n'y a pas de mécanisme, on va dire, prédéterministe du fait que ton conteneur il va popper là où un conteneur identique a déjà popé Alors, si avec Marathon, tu peux le faire. Alors, tu vas pas pouvoir le faire sur tes slaves, tu vas pouvoir le faire sur Marathon si tu veux déployer, par exemple, quelque chose que tu veux déployer exactement sur le même slave que le Jenkins Master. En fait, Marathon, tu peux lui mettre un système de tags, tu peux taguer tes slaves, et après, tu peux utiliser ces tags dans ton fichier de description JSON de déploiement. Donc, si par exemple, tu as besoin, tu as un slave qui est un serveur Windows, et tu as un serveur qui est avec énormément de ressources parce que tu as besoin de mettre, je sais pas, un Oracle XE dessus, bah, tu pourras le taguer en Oracle XE par exemple et lui dire de déployer Oracle XE dessus, quoi. Donc tu peux faire ça. Après, Mesos, si tu lui laisses entièrement la main sans gérer avec ses tags, c'est lui qui va déployer les ressources par rapport aux ressources. Il va déployer les conteneurs ou les applications par rapport aux ressources disponibles. Donc il va regarder dans son cluster, il sait que sur tel nœud, il reste tant de ressources, que l'application qu'on lui demande de déployer a besoin de tant de ressources. Donc si ça match, il va pouvoir la déployer. Le Marathon apporte pas cette intelligence complémentaire en fait dans la gestion des conteneurs. Non. Mais par contre, il va te gérer le scaling sur ton... Donc tu peux le faire, alors ça je ne vous ai pas montré, mais par exemple là on peut le scaler automatiquement. Donc là j'ai qu'une seule instance, mais je pourrais très bien lui dire d'en déployer deux. Et là il va aller me déployer une autre tâche, donc un autre Jenkins Master. Bon, ça n'a juste aucun intérêt, mais on va dire que c'est pour la démo. Donc là j'ai deux instances, donc là ça peut même pas marcher, parce que comme je suis en host, ils utilisent les mêmes ports, donc là il n'arrive pas à se créer. Et là, je pense que je vais pas pouvoir... Si c'est bon. Une dernière question? On arrête là? Bah, merci. C'est trop juste pour moi. Bon, on va dépasser un petit peu. C'est bon? Oui. T'as besoin de terminer? Moi j'ai terminé, mais après, comme on a plus que 20 minutes. On va peut-être prendre une pause d'abord et on fait le dernier talk après. Ouais, c'est pas terrible ça, on va pas le faire ça. Donc on a un dernier talk d'une demi-heure. Donc alors désolé, on a pris un petit peu de retard. Donc j'espère que vous n'avez pas encore trop faim. Donc on va essayer de faire le talk d'une demi-heure en assez rapide et on prendra pas trop de questions. Et on prendra la question autour des pizzas et des bières qui nous attendent. Question. Ah. Bon, bah, on va se dépêcher.
Donc, comme disait Jean-Louis, on va faire vite, parce que malheureusement, il y a des contraintes de temps. Donc, c'est un Rex rapide sur l'utilisation de Docker qu'on a sur un projet de l'un de nos clients, donc avec AK Cluster notamment. Donc, rapidement, je suis Nicolas Josviac, 9 ans d'expérience, programmeur agile chez Xebia. Moi, je suis Fernand Gutiérrez, vous m'entendez bien? Bon, pareil, 9 ans d'expérience, un peu de Java et récemment un peu de Scala. Donc rapidement, je vais vous expliquer le contexte, pourquoi on a utilisé AK Cluster très vite, pourquoi avec Docker. Ensuite, on va parler de Zookeeper et Curator dans le cadre de AK Docker. Mesos et Marathon un petit peu aussi. Docker SBT, parce qu'on a trouvé une utilisation assez sympa sur le projet. Et enfin, une conclusion. Donc le contexte. Le client veut avoir une application de haute disponibilité, 99,99%, ce qui représente 1 heure de downtime dans l'année, donc c'est vraiment pas beaucoup. Il faut pouvoir déployer et configurer à chaud des services, donc sans éteindre l'application entière. Avoir des outils de monitoring aussi, donc pour pouvoir voir toutes les transactions. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on doit s'occuper de transactions financières. Donc on ne peut pas en louper une seule et il faut pouvoir les reprendre en cas de problème. Et dernier point, avoir une solution de déploiement facile et automatisée pour pouvoir être rapide et anticiper tous ces problèmes. Donc AK et Docker. On est parti sur du AK Cluster. Donc rapidement, en quoi ça consiste? On a des acteurs qui sont distribués sur plusieurs machines. Pour pouvoir communiquer entre eux, on va avoir ce qu'on appelle des seed nodes, donc ça va être des leaders, des acteurs leaders. Donc là ici, dans notre exemple, on a 2 seed nodes, donc ça va être un leader et un sous-leader, on va dire. Ensuite, on va avoir des nodes qui vont être reliés à ces leaders-là, donc qui vont faire des opérations. Et donc, comme vous voyez sur cet écran, les nodes doivent communiquer avec les parents pour être dans le même cluster. C'est basé sur du AK Remoting, sur du TCP principalement. Donc là, c'est très rapidement comment ça fonctionne AK Cluster. Alors nous, on a décidé de mettre ça dans du Docker, donc vraiment très simplement, sans rentrer dans le détail maintenant, on va dire qu'un acteur dans un conteneur Docker, en réalité, c'est pas vraiment ça, mais pour gagner du temps, on va partir là-dessus. Et donc, le problème qui apparaît assez vite, c'est lorsque en fait AK Remote et en cluster démarre, en fait AK va faire du gossiping, c'est-à-dire qu'il va demander à tous ses acteurs, dis-moi sur quel IP t'es, sur quel IP je peux communiquer, sur quel port. Donc ça, c'est assez simple en local. Sur du Amazon, ça devient un peu plus compliqué, mais on y arrive. Mais sur du Amazon, enfin des acteurs qui sont sur Amazon dans Docker, ça devient très très complexe. Du coup, parce qu'en fait, il faut pouvoir choper le port et l'IP interne de Docker, sortir de la VM et faire en sorte que les acteurs communiquent entre eux. Là où on a eu un peu de chance, entre guillemets, c'est que AK, dans sa version 2.4, donc c'est encore en snapshot, a sorti la notion de bind hostname et bind port, justement pour pouvoir sortir de Docker. Donc là-dessus, il y a une première étape qui est faite. C'est pour pouvoir sortir de Docker, AK nous aide, mais après reste la communication entre les seed nodes qui peuvent être éparpillés sur plusieurs VM Amazon. Donc là, on a trouvé une autre solution. Je vais laisser Fabien vous expliquer. Bon, déjà, la première problématique, on va entrer dans les détails, c'est comment on va trouver ces seed nodes. Donc, on sait que pour se connecter dans les clusters AK, il faut trouver les seed nodes. Donc déjà, comment on fait pour déterminer quel node est un seed node? Et pour cela, on a utilisé une technique, il y a beaucoup de projets qui l'utilisent, basiquement c'est basé sur un cas d'utilisation de Zookeeper, qui c'est une espèce de registry distribué. Donc on utilise Zookeeper, qui c'est ce machin-là. Avec un API
pas mal. Ça a été fait par Netflix, c'est un projet Netflix sur GitHub. Donc, dans ces cas d'utilisation de Zookeeper, l'idée c'est d'avoir un endroit partagé, on peut dire, dans lequel on va écrire. Et ce qu'on va écrire, c'est les premières qui écrit, c'est celle qui gagne. Donc, c'est lui qui va être les seed notes et les autres notes. Une fois qu'il essaye d'écrire là, il trouve, il y a déjà quelqu'un ici. Ah, c'est lui les seed notes, donc ils vont s'attacher à lui. Et théoriquement, c'est assez simple, sauf que l'API de Zookeeper, c'est franchement difficile, hein, c'est assez complexe. Et donc, heureusement, il existe un petit API. Donc, et là, on se voit sur un latch, comme celle qui existe dans les JDK, qui s'appelle le leader latch. Donc, c'est lui qui va gérer tous les mécanismes de synchronisation des écritures. Donc, assez facilement, on peut déterminer quelles sont les notes qui vont permettre de nous attacher au cluster. Et après, on a des autres soucis. Donc, on s'est dit qu'on a des acteurs AK qui appartiennent dans un cluster. Mais comment on va démarrer ces instances, dans quel moment, qui va garantir que ces instances existent, surtout dans la quantité qu'on a besoin. Donc, si on dit, comme dans la démo tout à l'heure, hein, on dit on veut trois instances de cette image Docker particulier. Donc, comment on peut garantir cela? Donc, c'est à ce moment-là qu'il arrive Mesos et avec un framework ou un plugin dans les terminologies Mesos, un framework Mesos qui nous permet assez facilement de gérer les instances à l'intérieur. Donc, on peut assez facilement s'auto-réparer. C'est-à-dire que si on demande trois instances ou trois instances d'une image Docker particulière, donc c'est Mesos qui va garantir que ces quantités d'instances existent. Donc, il va les faire parce qu'il va garantir, il va pinguer les instances, il va vérifier chaque certain temps que les instances sont vivantes, sinon il démarre un troisième ou un quatrième, ce qu'on a demandé. Comme ça a été déjà montré dans la démo tout à l'heure, c'est lui qui, par rapport à ses ressources, ils savent où, dans quelle machine il va avoir besoin de créer les instances. Donc, d'une façon graphique, on peut voir que on a, dans un cluster Mesos, on a deux types de machines, comme ce qu'on a regardé tout à l'heure dans le cas d'Amazon. Donc, on va avoir des petites instances qui nous servent simplement à gérer des grosses instances qui, dans ces cas, ce sont les instances slave, qui sont normalement ce sont des grosses machines dans lesquelles on va avoir une image Docker qui tourne. Et c'est un fait là qu'on va voir notre application à nous. Donc, Marathon, ce qui nous permet de faire, c'est déjà, c'est une appli web, pour vérifier assez facilement les applications installées. Et aussi, c'est un API REST. Donc, comme c'est un API REST, on peut faire un call et assez facilement déployer les applications. Donc, de manière générale, ce qu'on fait, c'est qu'on a un orchestrateur, hein, ça peut être un Jenkins, un GoCD ou des outils pareils, dans lesquels on va piloter toute la construction de notre appli à nous. Donc, c'est à ce moment-là qu'on prend les ressources depuis notre système de versionning, Git, par exemple. Après, on va faire toute une étape de préparation de notre image Docker dans les Mesos Slave, qui sont ceux qui vont contenir à la fin notre image à nous. Donc, pour cela, on prend un Docker file qu'on a fait avec un plugin SVT, on va parler tout à l'heure du sujet. Donc, on prend cette Docker file, on va builder les images par rapport à cette fichier-là. On va pusher vers les Docker Hub. Une fois que les images sont pushées, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un parcours de tous les Mesos Slave et sur chacun, on va faire un pull de l'image. Donc, a priori, on n'a pas besoin de faire ça, parce que si on fait un Docker run, on prend directement, on télécharge l'image et l'image n'existe pas. Le problème, c'est qu'on veut que l'exécution de l'image soit le plus transparent possible.
Donc c'est pour ça qu'on les fait à l'avance. Donc avant de faire l'exécution de l'image, donc on est sûr qu'on a déjà l'image dans tous les instances slave, parce qu'on n'est pas sûr dans quelle instance on va, dans quelle machine Docker Mesos slave on va créer l'instance. Donc on voit qu'on est sûr qu'on a téléchargé les images, ben on va parler avec Marathon. On va dire on a besoin de trois instances de cette image en particulier. Et par rapport à cela, bon, Marathon va parler avec Mesos et va faire un Docker run de ce qu'on a demandé. Alors, autre point, c'est Docker avec SBT. Donc, SBT, c'est l'outil, notre outil de build à la Maven Gradle, mais en mieux. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est donc on a utilisé le plugin SBT. Donc, il y a un plugin Docker qui est fourni. Il nous sert à construire les images Docker et à les publier sur Docker Hub ou Docker Hub privé. Il y a aussi un autre plugin qui nous permet d'avoir la version commit du Git. Donc ça nous sert à taguer nos images Docker. Donc comme ça, on sait à quelle image on va déployer à quel moment. Et par contre, on a fait nous-mêmes un plugin SBT pour pouvoir déployer automatiquement sur Marathon. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va construire l'image, la publier comme Fabien expliquait tout à l'heure. Et on va avoir une commande, on va lancer un Marathon publish, donc en ligne de commande, qui va nous publier automatiquement, enfin qui va nous construire l'API REST que Jean-Louis montrait tout à l'heure, donc avec le type d'image, les ports, etc. Et comme ça, on va pouvoir automatiser les déploiements sur Marathon. Donc ça, c'est assez pratique. Et dernier point du plugin aussi qu'on a développé, c'est faire des tests d'intégration avec Docker. Donc là aussi, par manque de temps, l'application, il y a du Couchbase, il y a de l'Elasticsearch, etc. Et au lieu d'installer tous ces outils sur plein de machines et faire des tests d'intégration, en fait, on a fait des images Docker de chacune de ces applications. Et lorsqu'on veut faire des tests d'intégration avec Elasticsearch, par exemple, pour voir si des requêtes s'exécutent bien, etc., bah, dans la ligne de vie d'SBT, on va dire, il y a au moment de faire les tests, on branche le fait de pouvoir EP notre image Docker Elasticsearch, par exemple. Donc ça va EP le Docker Elasticsearch, on va pouvoir faire nos tests, et à la fin des tests, éteindre notre Docker Elasticsearch. Donc c'est assez pratique. Comme vous l'avez vu sur plein de présentations, démarrer une image Docker, même avec un Elasticsearch, c'est vraiment très rapide. Même, on a du Couchbase aussi, c'est ultra rapide. Donc là-dessus, on a des tests qui restent assez rapides, donc c'est très très pratique. Pour conclure, donc ce qu'on a remarqué sur le REC, c'est l'infra as code est obligatoire. En fait, on en a. C'est un gros sous-entendu dans la présentation, mais ça demande pas mal d'infra par rapport à tout ce qu'on veut faire. Ok, on a des images Docker pour lancer facilement des outils, etc. Mais il faut quand même être assez équipé pour faire du Mesos ou Marathon, par exemple. Alors, le projet a démarré au mois de novembre. La découverte de services avec Docker, c'était pas facile au mois de novembre. Maintenant, ça l'est un peu plus. On a parlé de découverte avec Zookeeper, et là, il y a Swarm qui commence à être pas mal. À l'époque, c'était en version alpha, il me semble. On n'a pas trop voulu se lancer dedans. On n'était pas assez joueurs. Du coup, si vous voulez aller là-dedans, il faut faire assez gaffe, parce que c'est assez neuf. Il faut avoir pas mal de connaissances réseau aussi, pour bien comprendre. Surtout si vous vous lancez sur du cloud direct. Il y a pas mal de choses, de subtilités qu'on ne voyait pas dès le début. Autre point, la stabilité de Mesos Marathon. Alors, ce qui est bien et pas bien, c'est que ça évolue vite et rapidement. En l'espace de 3 mois, on a vu Marathon changer 3 ou 4 fois de version. Donc, typiquement, c'est super bien parce qu'il corrige plein de bugs. Mais à côté de ça, par exemple, l'API REST, elle a changé 3 ou 4 fois. Du coup, lorsqu'on construisait nos images automatiquement, ça failait souvent quand on faisait des mises à jour. Du coup, à surveiller, mais ça va dans le bon sens. Une autre problématique, et c'est assez intéressant, c'est on a plein de logs parce que toutes ces images avec AK, donc ils vont gérer des logs par milliard. Donc
L'idée, c'est il faut gérer la problématique depuis le début. Donc, c'est commencer à réfléchir depuis le début si on a un endroit centralisé dans lequel on va pusher les logs, histoire d'avoir une espèce de queue ou un Kafka ou un système central de logs. Ou par contre, si on va prendre une espèce de système D ou autre mécanisme qui en fait va dans l'image et cherche les choses. Dans notre système AK, bon, problématique, c'est important à gérer, mais quand même c'est un peu compliqué. C'est la gestion des split brain. Donc c'est vrai qu'il y a certains composants. En fait, c'est notre cluster est coupé en deux et un côté qu'on n'est pas à l'autre. Donc c'est une situation assez déjà compliquée à reproduire, mais que s'il arrive, bon, il faut avoir déjà une stratégie pour le faire. Donc pour cela, il y a un projet qu'on a trouvé aussi qui s'appelle MultiJVM. Donc bref, c'est essayer de simuler des cas d'instanciation dans multiples JVM. Et on peut simuler aussi des problèmes au réseau, des connexions. Donc grâce à ça, et une espèce de listener d'événements des clusters côté AK. Donc on arrive à détecter les cas des split brain. Donc après, quoi faire? Bon, ça dépend de chaque cas, mais au minimum, c'est déjà une base pour commencer à attaquer la problématique. Il y a un autre souci par rapport au Zookeeper. C'est que bon, Zookeeper est cool. Et le problème, c'est que la gestion, c'est assez complexe. Et, il ne prend pas des instances en show aussi. Donc, il faut faire des backups, il faut faire plein de choses par rapport à l'outil que Devas n'était pas fait. Donc, si vous allez dans la section d'administration en prod de Zookeeper, là, il aura des mauvaises surprises. Donc, l'idée, c'est comment on essaie de gérer ça plus facilement. Donc, encore une fois, Netflix a fait un outil qui s'appelle Exhibitor, donc, qui est censé à plus ou moins à affronter ce type de problématique. Donc, c'est vrai qu'avec cela, on peut faire des backups, on peut faire déjà une analyse graphique, parce que comme on a vu tout à l'heure, on a un registre dans lequel on enregistre des choses, mais on voit rien. Donc, déjà, Exhibitor, il a aussi une appli web qu'on peut sécuriser, dans laquelle on peut voir bon, qu'est-ce qu'il a enregistré dedans. Et c'est déjà, on voit ça, c'est solide. Mais après, on passe aux questions. Moi j'ai une question, c'est comment vous gérez les upgrades de vos versions d'AK en fait. J'ai pas bien suivi. Vous avez un cluster AK avec